Ok, ben écoutez, bonsoir Denis Herrero, donc je suis directeur opérationnel du campus de la relation client. J'ai le plaisir d'être parmi vous de nouveau et puis d'inviter parmi nous Pierre-Yves Pérez qui se présentera effectivement et qui est déjà un partenaire de longue date finalement du campus et il vous expliquera effectivement dans quel cadre il se trouve ici parmi nous. Tout simplement vous rappeler effectivement que c'est le sixième webinaire effectivement que l'on va vivre ensemble. Ce webinaire, on l'a voulu le consacrer aux nouvelles modalités d'apprentissage collaboratif et notamment, vous savez, notre dynamique en fait vers le monde de la recherche, parce qu'on continue à penser que les enseignants-chercheurs ont énormément de choses à nous apprendre. Et l'intérêt également de ces enseignants-chercheurs, c'est qu'ils sont effectivement très en lien avec le terrain, très en lien avec nos problématiques, et ils sont très en lien avec nos modes d'enseignement. Et Pierre-Yves Pérez, notamment, nous expliquera comment il utilise finalement sa plateforme et qu'il expérimente dans des collèges et des établissements de la région, mais également auprès d'entreprises. Donc on s'est proposé effectivement dans le cadre de ce webinaire de faire un retour d'expérience sur 5 années d'utilisation de la technologie qu'il nous présentera de réalité virtuelle immersive en formation, en éducation, mais également donc dans le monde de l'entreprise. Et il nous montrera des exemples concrets de l'intérêt de ces nouveaux usages numériques auprès de ces différents types de publics. Alors, on aura l'occasion effectivement en fin de webinaire de présenter le nouvel environnement de travail du campus de la relation client que l'on souhaite effectivement mettre en place normalement courant 2020 et qui nous permettrait réellement de tendre vers le concept de campus apprenant, mais on vous expliquera plus en détail. Écoute, je ne veux pas aller plus loin. Je te remercie encore pour tout le travail que tu as accompli pour réaliser ce webinaire. Et puis je te propose tout simplement de démarrer. N'oublie pas de te présenter. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Oui, merci Denis, merci encore Bruno pour ton aide dans la maîtrise de l'interface. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir sur votre classe virtuelle. Ce qui m'intéresse beaucoup, bien sûr, dans cette notion-là, c'est l'aspect virtuel, parce que c'est ce sur quoi nous travaillons depuis quelques années déjà sur les nouveaux environnements en réalité virtuelle, dits environnements immersifs. Donc, je m'appelle Pierre-Yves Perret, je suis consultant en organisation du travail, je viens du LEST CNRS, je suis économiste sociologue et je suis spécialisé sur les pratiques collaboratives et éducatives à distance. Bien sûr, entendez par là tout ce que les nouvelles technologies peuvent offrir en termes de possibilités de pallier la question de la distance pour faire réellement de la relation et de l'apprentissage ou de la collaboration. Donc, ce que je vais essayer rapidement de vous présenter à travers ce diaporama, c'est l'exploitation d'une technologie qui pose la question justement de la collaboration et de la pédagogie à distance. Et donc, c'est ce qui est particulièrement intéressant pour moi dans cet exercice, c'est le fait de tester ce type d'outil où nous ne sommes pas présents. Néanmoins, je vous vois un petit peu, hein, donc je discutais là avec jusqu'à présent avec avec Bruno et Denis, en même temps, je vois les personnes qui sont connectées. La question qui se pose, c'est quel est le niveau d'attention et de présence que vous portez à mon propos. C'est pas parce qu'on est à distance que c'est forcément amoindri. On a tous été amenés à animer des séances de formation, des équipes de travail en présentiel réel. On sait très bien que le fait que les gens soient là, que le corps des gens, des participants soit là, ne signifie pas totalement qu'ils sont entièrement présents, attentifs, participants, et ils peuvent rêvasser, faire autre chose, regarder leur téléphone, être préoccupés par d'autres choses. Et d'ailleurs, on a tous intégré des codes gestuels qui nous permettent de donner, de faire croire que on est attentif et présent sans réellement l'être. Et donc nous, ce sur quoi nous travaillons depuis quelques années, même si je vais vous parler de technologie, c'est la question de la présence. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je suis présent? Qu'est-ce qui fait que je suis présent, que je suis
disponible, que les gens m'écoutent, que les gens s'impliquent. Entendez dans mon propos l'inquiétude des enseignants. On l'a aussi hein, au niveau des entreprises, au niveau des salariés. Mais on me disait récemment au lycée Saint-Exupéry à Marseille, donc un enseignant en gestion, donc pour les bacs professionnels, qui me disait que ses élèves ont en moyenne une capacité d'attention journalière de 20 à 30 minutes. Et elle me dit, je les ai 7 heures par jour. Et on appelle ça l'économie de l'attention, c'est comment je vais optimiser le fait que certains publics ont une attention limitée sur une journée, sur une semaine, sur une heure, et comment je vais l'utiliser. Et ce n'est pas, encore une fois, la présence physique qui garantit ce niveau d'implication, d'attention, d'engagement, c'est tout ce qu'on va, la manière dont on va faire porter notre propos, et c'est bien sûr là-dessus s'inscrivent les pédagogies actives. Donc à ce sujet, je coupe une partie du média pour améliorer le flux, c'est-à-dire la caméra. Et du coup, on rentre dans un exercice tout aussi intéressant où vous ne me voyez plus, mais où vous m'attendez. Alors, il existe une notion qu'on appelle l'hyper-écoute, c'est-à-dire le fait que quand on n'est pas perturbé par la présence de quelqu'un ou le visuel du visage de quelqu'un, on va développer une écoute plus intensive, plus intense, parce qu'on n'est pas gêné en fait hein, par des éléments visuels. Donc, j'espère que ça sera un petit peu le cas. Donc, je vais commencer. Alors, je mets à votre disposition un diaporama que vous pouvez, qui est public, que vous allez pouvoir télécharger. Et j'ai cru comprendre que Denis allait de toute manière vous l'envoyer. Et je souhaitais vous mettre une version un petit peu complète si le sujet vous intéresse pour que vous alliez plus avant. Mais le temps étant imparti, étant un peu court, je vais passer rapidement sur un certain nombre de visuels. Donc sur le premier, donc c'est un petit peu le thème sur lequel nous travaillons depuis quelques années. Et vous voyez qu'à la frontière de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, on va trouver, grâce aux pédagogies actives, une technologie qu'on appelle le DAVEI, la dynamique avatarielle en environnement immersif, qui est le fait d'utiliser des outils numériques qui, issus du jeu multijoueur en ligne. Alors là, pour le coup, c'est vrai que je ne vous ai pas mis ça à disposition, mais chacun a dans son environnement des joueurs sur les jeux vidéo multijoueurs, vous savez, où la personne a un avatar dans un monde 3D. Souvent, d'ailleurs, 95 fois sur 100, la personne a un fusil automatique dans les mains ou un fusil laser pour exterminer à peu près la moitié de la planète, parce que bon, 95% des jeux sont des jeux de guerre. Et les joueurs donc, sont ensemble, jouent en équipe contre d'autres équipes ou des équipes de robots, hein, d'algorithmes, et se parlent et évoluent dans ces mondes 3D. Donc, si vous voulez, euh, la technologie telle elle évolue depuis le milieu des années 90 a emporté beaucoup d'adeptes, et les Américains, suite à une étude quantitative sur le nombre de joueurs et les temps d'utilisation des joueurs, qu'ils ont réalisé au début des années 2000, a fait de la question des addictions aux jeux multijoueurs en ligne une question de santé publique nationale. Et ils ont de fait délégué énormément de moyens, énormément d'études euh, pour évaluer quelles étaient les mécaniques d'addiction et quels problèmes pouvaient émerger de ces jeux, souvent violents et très prégnants, hein, parce que vous êtes complètement immergé dans un environnement 3D avec un son de très haute qualité, donc il vous immerge encore plus dans des actions qui sont scénarisées à dessein, et du coup vous êtes complètement pris dans un jeu et vous sortez un petit peu de la réalité. Et donc, ce sont ces technologies-là que nous utilisons depuis 6-7 ans maintenant pour faire de la pédagogie et de la collaboration. Bien sûr, on a enlevé les armes et on propose aux utilisateurs de venir suivre des apprentissages. En fait. Donc, en fait, on travaille avec l'Éducation nationale, l'Université d'Aix-Marseille. On a des clients, des organismes de formation, et on est adossé
à 4 laboratoires de recherche. Donc en premier lieu le LEST CNRS, en particulier Martine Gadi, qui soutient le projet depuis le début, qui est sociologue. L'Institut de formation des enseignants à Lyon et le laboratoire Parole et langage à Aix-en-Provence et le laboratoire Cognition et neurosciences à Marseille-Saint-Charles. Quasiment tous nos dispositifs en direction des publics fragiles ou des collégiens ou des lycéens, des universitaires, enfin des étudiants en master, mais aussi des doctorants et aussi des salariés, tous nos dispositifs sont accompagnés par la recherche pour être évalués sur ce qui est un petit peu au cœur de notre démarche, qui est l'augmentation cognitive. Le pari qui est fait, si vous voulez, donc là rapidement, je vous montre un petit peu les partenaires avec qui nous travaillons. Le pari qui est fait, c'est d'utiliser un outil qui augmente la présence et l'implication dans les dispositifs pédagogiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop ces environnements de jeux multijoueurs en ligne, vous voyez deux visuels à l'écran. Donc c'est un cours donné en gestion de projet à l'université d'Aix-Marseille. Et donc les joueurs, les étudiants dont vous voyez les avatars sur les photos sont chez eux. Ils ont un ordinateur portable, un ordinateur. Ils ont un micro-casque comme nous ce soir. Et ils se voient leur avatar, ils voient leur avatar dans le jeu. Ils voient leur avatar dans le jeu au milieu des avatars de leurs collègues et à côté de l'avatar de l'enseignant. Donc, ils peuvent écrire dans le chat. Donc, il suffit d'écrire sur le clavier de l'ordinateur pour que l'avatar mime le fait d'écrire. Et ce qui est écrit est vu par tous s'il s'agit du chat local. Sinon, on peut écrire en privé à certaines personnes de la même manière qu'on peut le faire sur l'outil que nous utilisons ce soir, VIA. Euh, du coup, on en a la possibilité aussi de parler. Donc, il y a pareil, j'active un micro et je parle, soit en public à tout le monde, soit en privé à certaines personnes. Donc, on a des niveaux de qualité de son qui sont issus de la technologie du jeu multijoueur, c'est-à-dire c'est du son 7.1 particulièrement immersif. Donc, on est bien au-delà de la stéréo. Et ça permet de renforcer le sentiment d'immersion et donc de présence. Donc, cette technologie s'inscrit, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais vous avez tous les slides, encore une fois, sur le document. Cette technologie s'inscrit en fait dans une évolution toute naturelle du web. Vous savez qu'on est passé du web 1, qui est un petit peu l'Internet vitrine, sur l'image que vous avez, c'est en bas à gauche, c'est le web du début, si vous voulez. C'est-à-dire que je vais sur Internet et simplement, je vais aller prendre une information. Donc, je vais utiliser un moteur de recherche, je vais trouver un site et je vais prendre une information au niveau de ce site. Ne nous y trompons pas, 92% aujourd'hui de l'utilisation d'Internet se fait sous le mode web 1.0, même s'il a évolué vers un web beaucoup plus social. Donc, c'est une évolution très, très intéressante, très intelligente de cette technologie, c'est-à-dire la possibilité d'interagir. C'est l'émergence des réseaux sociaux, des blogs, des forums, c'est-à-dire quand je fais un site internet, je donne la possibilité aux gens qui viennent le lire d'y laisser une appréciation, un avis, une note, enfin de participer à la vie de mon site internet. Donc ça a l'air de rien, mais c'est absolument énorme dans l'histoire de l'édition, d'une manière générale. Et ce que ça a amené très rapidement, et on en parle beaucoup, c'est la partie en haut à gauche, c'est l'apparition des algorithmes intelligents qui vont tester, vous tracer sur votre activité et, euh, et en fait analyser la manière dont vous réagissez à certains contenus et les contenus que vous allez voir, sachant que du coup, c'est les fournisseurs d'accès, les clients et les éditeurs de sites qui utilisent ce type d'algorithme arrivent à savoir exactement vos préférences, vos centres d'intérêt et votre âge, votre localisation, etc. Et vont pouvoir en fait vous proposer des produits, avoir une démarche commerciale beaucoup plus adaptée. Vous savez très bien que lorsque vous faites une recherche sur Google en tapant 4 ou 5 mots-clés, si une autre personne tape les mêmes mots, les pages qui seront affichées ne seront pas les mêmes. C'est ça, le web sémantique, c'est le fait d'avoir une personnalisation totale de l'interface à Internet
et vous reconnaissez là, enfin vous identifiez là toutes les inquiétudes de, de Stigler, de Bernard Stiegler, hein, dans son ouvrage sur la disruption, lorsqu'il parle de réticularité, hein, c'est-à-dire c'est par la religion, si vous voulez, c'est le seul moment dans l'histoire de l'humanité où, même si vous vous inscrivez dans une démarche de masse, c'est-à-dire je vais sur Internet, je clique, je surfe, etc., même si on est des millions à le faire, le système sait exactement qui on est et ce qu'on fait, enfin, nous isole de la masse qui pourrait un petit peu nous légitimer ou nous couvrir. Alors là, c'est un débat un petit peu politique, un petit peu compliqué, hein, enfin, je veux dire, qui est très discuté, hein, bien sûr, et c'est normal aujourd'hui. Et une manière d'évoluer par rapport à ce type de technologie, c'est de faire le même petit pas que nous avons fait entre le Web 1 et le Web 2, c'est de redonner une dimension sociale à Internet. Et comment va-t-on le faire? On va le faire simplement en se voyant dans Internet et en voyant les autres utilisateurs du site ou de l'animation sur laquelle nous sommes qui sont intéressés. C'est-à-dire que quand je vais aller sur Internet dans une classe virtuelle, en 3D immersive, eh ben, je vais visualiser des avatars des autres participants. Eh ben, cette petite chose n'a l'air de rien, mais ça redonne un caractère social assez fort euh, à l'inconscient au niveau de l'activité pédagogique et collaborative. C'est ça le DAVEI, c'est ça que nous exploitons et qui est continuellement étudié par la recherche pour voir en quoi il amène un peu plus d'intelligence, comment dire, d'implication et de persévérance dans l'activité. Sur les slides suivants, vous avez un petit zoom de ce dont on vient de parler et pour vous préciser que du coup, vous savez qu'en matière d'usage des nouveaux formats numériques, on parle d'expérience utilisateur parce qu'on a besoin que la personne, dans son accès à Internet, au niveau des informations qu'on lui propose, au niveau des animations qui lui sont proposées aussi, on a besoin qu'elle soit impliquée, qu'elle soit un peu plus engagée, qu'elle ait envie de participer, qu'elle crée, qu'elle co-crée avec les personnes qui sont là. Et donc là, c'est toute l'industrie du jeu multijoueur en ligne hein, qui a fait un effort terrible pendant 20 ans en fait. Hein. Aujourd'hui, ce sont les applications numériques les plus engageantes hein, qu'on peut regarder sur les plus grands éditeurs de jeux. Là, ce qu'on va avoir, c'est une expérience utilisateur réflexive, c'est-à-dire que non seulement je suis dans un environnement qui m'inspire et qui me donne envie de faire, de créer, de lire, de faire des choses, mais en plus je vois mon avatar et mon avatar est en interaction avec l'environnement et avec moi-même. Et c'est ça que nous allons exploiter et que nous appelons la, 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 la dynamique avatarielle en environnement immersif. Alors, si vous voulez, du coup, ça implique un certain nombre d'implications pédagogiques. Je vais y revenir hein, dans les réalisations que nous pouvons proposer. Et en particulier, donc c'était ce que j'étais en train de dire, tous ces travaux ont pris corps, se sont développés à propos de... Et donc j'en terminerai avec la partie théorique pour vous parler un peu plus des expérimentations que nous menons, hein, à partir de trois grands piliers sur ces histoires d'implication dans les environnements immersifs. Le premier, c'est celui qui est en bas. Les études, quand les Américains se sont rendus compte lors de leurs études dans les années 2000 que les joueurs développaient des niveaux d'intelligence différents de ce qu'ils font à l'école et bien supérieurs du reste, ils ont fait référence aux travaux de Bruno Latour, donc socio-anthropologue français, qui a beaucoup travaillé sur les fétiches. Vous voyez que fétiche s'écrit F-A-I-T, hein, et Latour explique qu'en fait, ces histoires d'avatar, ça n'a rien de nouveau. Il s'agit bien de quelque chose qui existe depuis les premières sociétés, aussi loin qu'on ait pu observer des sociétés, même aujourd'hui disparues. On a vu que à chaque fois qu'il y a un moment fort dans l'évolution d'une personne, un enfant qui devient un ado, qui devient un chasseur, qui devient un père,
qui devient chef de village ou qui devient sorcier, une fille qui devient mère, qui devient femme, etc. À chaque fois, ces moments forts dans l'évolution d'une personne sont accompagnés de rituels qui peuvent être claniques, familiaux, tribaux. Et dans ces rituels, c'est une espèce de fête, etc., où on va utiliser des objets transitionnels qui vont symboliser la situation antérieure et la situation nouvelle. Et souvent, le petit objet qui est souvent une poupée, qui symbolise la personne avant va disparaître, en fait, va être brûlé, etc. Enfin, c'est un truc que vous connaissez. Et donc, nous raconte Latour, je vais revenir sur ma diapo, ce que Bruno Latour nous raconte en fait, c'est que rien de nouveau en fait avec ces nouvelles technologies, si ce n'est leur puissance d'impact. Nous travaillons beaucoup à partir des travaux de Frédéric Tordeau sur l'autre virtuel et mécanique de euh, le nom m'échappe, d'extension du corps, etc., que constitue l'avatar, ainsi que tous les travaux d'Antonio Damasio sur le rôle du corps dans la cognition. Donc c'est bien ce qui va se passer avec les élèves qui vont travailler, comme on le voit sur cette image, où on a des élèves qui vont ici travailler sur une carte heuristique 3D. Et en fait, on les voit là assis, mais après, ils vont se déplacer d'un point à un autre et c'est bien dans les gestuels et dans les déplacements des élèves sur lesquels on va s'appuyer pour ancrer la cognition et qu'ils aient un ressenti beaucoup plus fort par rapport aux contenus qui leur sont proposés. Donc on va utiliser des caractéristiques, on va utiliser des systèmes de représentation d'opinion où les idées des uns des autres vont se matérialiser. On va faire du design thinking, là en particulier c'est avec des doctorants, ils vont dessiner leur thèse en 3D. Encore une fois, les caractéristiques 3D, et après des installations pédagogiques un petit peu originales, où là, encore une fois, vous voyez, c'est un cours de codage pour des jeunes en difficulté, et on a ce qui est particulier sur cette image, c'est que vous voyez que certains ont un tapis bleu, d'autres ont un tapis vert. Et en gros, l'idée, c'est que pendant leurs exercices, ceux qui fonctionnent bien ont un tapis vert, ceux qui ont du mal ont un tapis bleu et ceux qui sont complètement arrêtés ont un tapis rouge. Et l'idée, c'est que chaque participant voit que son camarade peut être en difficulté et va spontanément aller vers lui pour l'aider. Donc c'est une culture de l'entraide qui est développée dans ce type d'environnement. Et donc ça se prépare. Bien sûr, et plus classiquement, on va gamifier certains dispositifs. Là, on est sur le collège Fontaine à Gap, où les élèves vont faire des différents petits exercices. Vous voyez des petites plateformes, il y en a 10. Donc ils vont aborder une notion à travers 10 petits exercices et passent d'une plateforme à une autre, c'est-à-dire d'un exercice à l'autre, en passant une porte qui leur pose une question. Et bien sûr, s'ils répondent juste à la question, la porte s'ouvre. Donc voilà, ça va, on est au niveau zéro, si vous voulez, là, de la gamification. Donc, je vous visualise rapidement les différents types d'outils et d'interactions que nous pouvons utiliser. Et si vous voulez, nous sommes, grâce à tous ces travaux d'expérimentation, nous sommes aujourd'hui incubateurs académiques pour l'éducation nationale. Donc, je vais en revenir à une de mes premières slides. Donc c'est ce qu'on voit en bas. Nous sommes l'incubateur académique réalité virtuelle pour l'éducation nationale. Donc en France, il y a un incubateur académique réalité virtuelle, c'est nous qui le portons, où les professeurs vont venir avec leurs élèves tester des protocoles pédagogiques et on les aide à inventer des situations. Et bien sûr, elles sont évaluées par les chercheurs que j'ai cités préalablement. On a labellisé l'EA, ce qui permet aux enseignants d'être indemnisés en heures supplémentaires quand ils passent du temps sur la plateforme pour faire ce travail de simulation. Ainsi que, et on a eu deux grandes actions, grande école du numérique, vous savez, c'est apprendre l'informatique et le codage à des jeunes sont en situation de rupture scolaire. Alors du coup, il est 18h40, Denis, et on en est où? Il me reste combien de temps? Et en même temps que je dis Alors, ça, je lis le chat. il te reste 10 minutes. D'accord. Je te propose pas encore de répondre au chat, d'accord? On D'accord. verra après Ben, avec voilà. Donc, voilà. les participants, mais Voilà. tu as encore 8 minutes, d'accord? D'accord. Ben, écoute, merci. Je continue pour le coup.
Et effectivement, le lien avec les neurosciences, il est fait par les laboratoires de recherche qui nous accompagnent sur des expérimentations, c'est-à-dire ils sont montés des protocoles expérimentaux où on va tester comment un élève ou un groupe d'élèves ou des élèves particuliers rencontrant du fait d'un handicap comme des 10, etc., des difficultés particulières, vont être aidés par ce type de technologie dans leur démarche d'apprentissage. Vous avez compris qu'avec cette histoire d'immersion dans les environnements 3D, d'avatar, etc., ce qui va beaucoup jouer, c'est vraiment la prise de conscience de la présence de l'autre. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans ce qu'on appelle de la pédagogie située, c'est-à-dire je suis dans le protocole pédagogique avec mon avatar est dans le protocole pédagogique, avec les données tout autour, mais j'y suis par l'entremise de mon avatar, et en même temps, je vois mes camarades qui y sont, qui sont aussi présents dans cet environnement. Et donc, il y a un effet de groupe un petit peu renforcé qui va, qui va me permettre, en tant que pédagogue, d'aller un petit peu plus loin. Bien sûr, vous voyez tout l'intérêt de ce type d'espace de jeu où les joueurs, donc les élèves, vont avoir la possibilité non seulement d'interagir entre eux et avec le jeu pédagogique, hein, le dispositif pédagogique, mais sur, par exemple, le collège Fontaine à Gap, on laisse les enseignants, donc on les accompagne, hein, donnent une grande marge, une grande latitude aux élèves pour que les élèves eux-mêmes construisent des environnements pédagogiques. D'ailleurs, certains environnements que je vous ai montrés, voilà, comme cela, sont construits ou co-construits par les élèves. Ils peuvent faire aussi des expositions, ils construisent des musées, ils font des expositions sur l'histoire des mathématiques, etc. Et en fait, vous comprenez bien que le fait de construire un jeu ou une exposition sur un thème, mathématiques, histoire, géo, etc., euh, les motive bien sûr et les oblige à intégrer les contenus. On ne peut pas faire une exposition sur l'histoire des mathématiques sans avoir lu les supports qu'on va afficher, etc. Et donc là, les enseignants sont particulièrement intéressés à voir leurs élèves s'impliquer là-dedans. Sous une forme beaucoup plus ludique, on a un professeur de mathématiques qui avait lancé aux vacances de Pâques un concours, le concours de la plus belle maison. Donc les élèves étaient par groupe de 5 et ils construisaient, pendant les vacances de Pâques, ils ont fait des maisons. Alors vous avez compris que quand on fait une maison dans ce type d'environnement, d'abord on peut faire quelque chose, c'est très facile, hein, c'est le principe du jeu multijoueur en ligne, mais on peut faire quelque chose de très joli, mais surtout on fait des maths, c'est-à-dire les murs sont parallèles, il y a des histoires de proportions, les toits, il y a des angles, etc. Et donc c'est une manière de faire son programme de maths. D'ailleurs, un professeur de mathématiques me confiait que on peut faire il s'agit de Sébastien Simao du collège de l'Estac, hein. Lui, il travaille avec ses élèves et il me disait qu'une fois qu'en leur faisant faire un escalier droit, un escalier simple, hein, il faisait tout le programme de maths de l'année. Tout le programme de maths de troisième, vous pouvez le décliner en faisant travailler les élèves sur un simple escalier. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu le type d'utilisation et en termes de retour, si vous voulez, ce qui a été acté, là il y a une publication en cours, c'est l'efficacité de ce type d'environnement sur les langues, où les correspondants allemands et italiens donc ne se déplacent pas en bus, hein, mais se connectent simplement à la plateforme, et les élèves désinhibés par le fait d'avoir un avatar, hein, parce que quand ils les regroupent pour de vrai, les élèves n'osent pas trop aller parler à leurs collègues étrangers, tandis que sur la plateforme, ils le font, et donc on a des heures et des heures d'enregistrement vidéo et audio. Ils sont moins timides, moins timorés, et ils osent aller parler à leurs camarades. Donc, même si c'est pas génial au niveau de la langue, les enseignants sont très contents de les voir essayer au moins d'aligner quelques mots dans le cadre de ces cours de langue. Donc, voilà, très rapidement, c'était pas simple pour moi, mais j'ai un petit peu balayé. Je vous ai mis dans le document des stats sur les utilisations de ce type de technologie. Et en gros, voilà. Et puis sur ce que je disais tout à l'heure, comment cette technologie est en train de s'imposer du fait que l'économie du jeu multijoueur en ligne est la première économie mondiale avec un taux de croissance à deux chiffres depuis le milieu des années 2000,
c'est-à-dire en fait que vous avez une ambition de la part de ces éditeurs qui est que tout le monde joue. Tout L'Internet est en train d'évoluer vers ce format 3D. Euh, Denis, toi qui es le maître du temps. Très, très bien, mais écoute, non, mais, mais merci vraiment, vraiment, et je reconnais la difficulté effectivement de pouvoir concentrer et condenser tout ce que tu sais et tout ce que fait toute ton expérience sur 30 minutes. Donc félicitations. Moi, ce que je te propose effectivement, c'est de prendre. Alors, moi, je me suis permis de poser des Quelques questions en questions, oui, utilisant tout à le fait. chat. On va les prendre un par un, mais une par une, pardon, mais que les participants n'hésitent pas effectivement à réagir directement. Alors peut-être, si je reprends la première, par exemple, tu parlais Oui, effectivement de tes relations avec l'IFE. Alors nous, oui, enfin, et je fais le lien avec le concept apprenant, des groupes apprenants, et aujourd'hui beaucoup de territoires apprenants sur lesquels en fait le campus souhaiterait se positionner. Mais au-delà, l'académie est en train d'y travailler de manière intensive, notamment avec la délégation académique à la formation initiale et la formation et l'innovation pédagogique, pardon, dans le cadre des réseaux. oui. Mm. Avec l'IFE, quel est ton rapport ou qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors, l'IFE intervient sur ce dispositif qu'on appelle l'incubateur académique réalité virtuelle. Donc, cet incubateur s'appelle IPIM et l'IFE participe à l'étude, c'est-à-dire que on a à la fois des chercheurs de l'IFE qui viennent dans les classes, comme ceux du LEST hein, et du laboratoire Parole et Langage. Dans ce protocole d'étude, il y a des enseignants qui se déplacent donc, ils viennent dans les classes, ils regardent les élèves utiliser le monde virtuel et vous avez des enseignants qui se connectent sur la plateforme avec leur avatar depuis chez eux ou depuis leur labo. Et en fait, on va calculer le nombre d'interactions. Ils vont regarder comment les élèves réfléchissent, ce qu'ils échangent, comment ils se saisissent des sujets, comment ils interagissent entre eux et avec les objets pour mesurer en quoi ce type de technologie leur permet de mieux apprendre. Donc, l'IFE, c'est l'IFE qui nous a permis d'avoir le fameux label Léa, lieu d'éducation associé, qui est très important parce qu'il encourage les enseignants à passer du temps pour préparer les protocoles pédagogiques. Donc voilà, l'IFE, historiquement, il est sur l'incubateur IPIM. D'accord. L'IFE, effectivement, a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années parce qu'il a proposé effectivement notamment d'accompagner les futurs enseignants, les jeunes enseignants, en pratiquant souvent des enregistrements vidéo de séquences d'enseignement et C'est ça, de manière à ce qu'il y ait effectivement des postures d'analyse réflexive justement et c'est d'analyse ça, des gestes. Et c'est c'est pour ça, ça que je tout à fais des fait. liens entre l'IFE et ce que tu nous montres effectivement et aussi la dynamique avatarielle, donc Exactement, tout à cette fait. posture effectivement réflexive que les apprenants ont. C'est ça. Bien sûr, parce que je l'ai pas trop évoqué, mais on a bien compris que les avatars qu'on utilise, donc on va les faire bouger, mais on a en catalogue des gestures, c'est-à-dire la possibilité que l'avatar adopte tel ou tel geste, telle ou telle posture en fonction de la situation. C'est une sorte de langage corporel préprogrammé et qui est censé induire un certain nombre d'attention ou Ah, d'implication, etc. Voilà. d'accord. Donc, et donc directement, je saute une question. Quels sont, au bilan finalement de tes expériences, les effets toi que tu perçois à la fois sur les élèves, sur leur comportement en classe, dont tu as mesuré effectivement leur difficulté d'être concentrés sur des durées longues, mais également sur tout ce qui nous intéresse, c'est sur les apprentissages. Est-ce que tu as pu mesurer déjà un effet sur leurs résultats en fait, en clair? Alors, là, il y a des études un peu lourdes, un peu longues. C'est bien, ça fait déjà 3 ans qu'on est sur le même établissement, donc on peut commencer à avoir des stats sur la manière dont certains élèves évoluent dans leur scolarité. Mais surtout, ce on évalue dans l'action hein, au cours d'une séance, c'est l'implication de certains élèves une mise, montée en autonomie, une désinhibition, une créativité ou une co-créativité dont les enseignants nous disent que par ailleurs en classe, ils ne l'ont pas. Et ça, c'est de ma façon individuelle et de façon collective. Par exemple, on a décidé la deuxième année
que tous les avatars, que, que tous les avatars seraient des avatars d'adultes. C'est-à-dire que dans le collège virtuel, on n'a pas des élèves qui ont des avatars d'enfants, des avatars d'adultes. Tout le monde a un avatar d'adulte. Et de mettre tout le monde sur un même pied, tout le monde sur un même pied d'égalité, si j'ose dire, au niveau statut physiologique, ça a changé énormément de choses quant à la manière dont les élèves laissent leurs professeurs rentrer dans leur pratique. C'est-à-dire, et par exemple, en classe, quand un enseignant s'approche d'un groupe d'élèves qui travaillent, souvent les élèves se taisent et ils attendent que le prof parle et pose des questions. Tandis que dans le monde virtuel, ils continuent de parler. Ils continuent de parler, ils continuent de faire ce qu'ils font, ce qui est très intéressant pour l'enseignant parce que du coup, il peut observer et agir sur l'action. Donc voilà, nous, c'est un petit peu ce qu'on observe sur des séances courtes. Et après, c'est à partir du témoignage des enseignants qui nous disent, ben, ça c'est bien parce que cet élève-là, il est particulièrement timide et il n'ose jamais parler en classe, alors que là, par exemple, il ose prendre des initiatives et parler. D'accord. Est-ce que tu as des retours comme ça également, euh, puisque tu développes cette technologie également en entreprise, est-ce que tu as pu mesurer aussi certains effets sur je sais pas, sur les salariés, je sais pas, ou dans le cadre, j'imagine que tu l'utilises peut-être dans le cadre de, de réseaux pour faciliter peut-être les échanges, je ne sais pas, dis-nous. Oui, alors nous, ce qu'on observe, c'est au début, dans la prise en main de ces outils par les adultes, c'est toujours un petit peu déstabilisant, hein, parce que voilà, il y a un avatar, un monde 3D, c'est pas forcément une culture partagée pas par tous. Donc c'est un petit peu déstabilisant d'avoir à manipuler un avatar, y compris, c'est pas qu'un problème de numérique, hein, c'est un problème psychologique, hein, c'est comme si on recommençait à jouer à la poupée. Donc il y a toujours un moment comment dire, dans la prise en main de cette technologie par les adultes qui est un petit peu difficile au début. Et après, ce qu'on va observer, c'est effectivement une désinhibition, une créativité plus importante, une écoute plus engagée. Voilà, on est là-dessus. Et on travaille avec Caroline Corvas, qui est une spécialiste de l'engagement, justement, hein, les personnes devant l'échec ne sont pas toutes égales. Certaines persévèrent et d'autres se retirent. Donc on essaie de faire évoluer la technologie avec les outils et les environnements de manière à ce que les utilisateurs soient plus persévérants. Très bien. Est-ce que, alors tiens, on a une question de Madame Charles. Quelle est la différence avec les serious games? Alors là, il existe des serious games et on en fait en réalité virtuelle immersive, c'est-à-dire dans un monde 3D où l'utilisateur va venir et il y a un scénario de jeu. Il va rentrer dans une salle, il va faire un certain nombre d'actions, il doit comprendre des contenus et pour résoudre l'énigme, pour sortir de la salle ou pour vaincre le combattant, le dragon, etc., il faut qu'il ait intégré un certain nombre ou gagner des points, hein, tout simplement. Il faut qu'il réponde à des quiz, il faut qu'il ait intégré un certain nombre de contenus. Donc la différence de ce que nous faisons avec le serious game, même si nous faisons aussi des serious games hein, dans ce cadre-là, c'est qu'on n'a pas scénarisé. On va laisser l'enseignant et les élèves scénariser des séances, c'est-à-dire qu'on appelle la métacognition, hein, c'est-à-dire qu'ils vont imaginer des situations, ils vont eux-mêmes imaginer des situations de jeu relatives à leurs apprentissages. Certains élèves vont dire que sur un thème, on va faire une exposition. D'autres vont plutôt proposer de faire un escape game, hein, une salle dont on sort. D'autres, des lieux très enrichis avec des supports médias, vidéos, etc. Voilà. Donc, on propose le type de technologie qu'on utilise permet d'utiliser ces environnements sans que la gamification soit obligatoire. Par contre, dans les serious games, souvent le joueur est tout seul. C'est ça le problème, hein. C'est-à-dire qu'il est tout seul devant un jeu, alors que là, l'élève est avec ses camarades et avec son professeur. Oh, merci, oui, effectivement, merci. Je vous en prie. Euh, euh, si je fais un aparté,
Tu as parlé à un moment donné, moi ça m'a interpellé quand tu as parlé de l'expérience utilisateur. Oui, Effectivement, donc il y a des recherches sur et bon, on fait le lien effectivement avec tout ce qu'il y a quand tu as parlé également euh, de design design thinking en fait. C'est ça, c'est oui, l'expérience tout à fait, utilisateur oui, également, voilà. Et c'est vrai que nous, enfin du exactement. moins dans les métiers de la relation client et notamment, je pense j'ai vu qu'il y avait une Nadia Séné qui était parmi nous, qui est professionnelle qui est au sein de la Fédération de la vente directe. Mais l'expérience client est un élément essentiel aujourd'hui dans ces métiers de la relation client. Et je me suis posé Oui. la question si il y avait éventuellement peut-être des croisements à faire entre les recherches en matière d'expérience utilisateur et ce qui est aujourd'hui effectivement un élément clé pour toutes les entreprises, notamment dans le cadre de la digitalisation de la relation client, sur l'expérience client. Est-ce que d'emblée, comme ça, tu aurais des éléments à nous Oui, apporter? alors il y a eu quelques expériences qui ont pas poursuivi à l'époque parce que la technologie n'était pas au point, mais je pense que ça va changer, où on a eu des enseignes commerciales qui ont testé des magasins en réalité virtuelle. Alors, si vous voulez, l'intérêt d'un magasin comme ça en réalité virtuelle, c'est que vous vous connectez comme sur un site, mais votre avatar va se promener au niveau dans les rayons. Il va saisir des objets dont il va pouvoir lire l'étiquette, la composition et les mettre physiquement dans son panier ou pas. Au bout du rayon, vous pouvez avoir un vendeur qui est soit un bot, c'est-à-dire un programme, soit une personne réelle, qui peut renseigner si vous avez une question. Ce qui est particulièrement original dans ce type de dispositif, c'est le mécanisme psychologique qui se met en œuvre non pas quand vous faites vos courses, mais quand vous vous regardez faire vos courses. Ce n'est pas les mêmes ressorts qui entrent en jeu. Et l'autre mécanisme un petit peu original, si vous voulez, c'est du coup, je l'ai perdu. Donc, c'est le fait de, ah oui, pardon, oui, c'est ça, c'est le fait de se retrouver avec d'autres usagers. C'est-à-dire, vous êtes dans un magasin et à côté de vous, il y a d'autres avatars, ce sont d'autres clients. Et ça, c'est complètement nouveau. Hein, c'est ce qu'on disait à propos de l'évolution vers le Web 4.0. Aujourd'hui, quand vous allez sur un site internet acheter des produits, vous êtes seul. Vous avez éventuellement un bot qui vous aide, hein, mais il y a pas les autres clients connectés, vous ne les voyez pas. Alors que dans ce type d'environnement, il y a un effet de groupe, il y a d'autres clients qui sont présents. Et ça, je pense que ça va beaucoup faire évoluer les pratiques de consommation en ligne dans ce type d'environnement. Pour ce qui On est de la pourrait, formation des usagers, oui, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Oui, pardon, Denis, vas-y. non, termine, je t'en prie, termine. Oui, non, je disais, oui, ça c'était pour l'aspect mise en pratique par les professionnels. Et après, pour la formation, effectivement, on peut mettre en œuvre des situations, on l'a fait, hein, d'apprentissage de la vente, des mécanismes de négociation, où on va proposer aux joueurs, aux deux joueurs, celui qui joue le vendeur, celui qui joue l'acheteur, d'utiliser des gestures, c'est-à-dire des combinaisons de gestes adaptés à tel ou tel type de négociation, particulièrement ouvert, avenant, etc. Et comme ça, il voit comment lui, c'est-à-dire son avatar, gagne en efficacité en utilisant tel ou tel type de posture physique. Très bien. On va en reparler, pas forcément maintenant, mais Mm, on en mm. reparlera parce que ce serait très intéressant qu'on mène ce type d'expérimentation avec des enseignants présents ce soir avec nous, Bien sûr. avec des élèves pour justement les mettre justement en situation et voir l'effet finalement de l'utilisation enfin, de cette technologie sur les apprentissages dans, par exemple, des phases de Mm. négociation, effectivement. De la même façon, Tout quand à tu fait. parlais de magasins en réalité virtuelle, aujourd'hui, donc Mm. il y a les sites e-commerce qui se développent. On pourrait très bien peut-être envisager effectivement que des sites puissent utiliser cette technologie et proposent effectivement un Tout à magasin fait. totalement où Bien sûr. tu ferais ton panier effectivement parmi d'autres, Exactement. C'est ça. mais C'est ça. C'est totalement à ça. Mm. distance. Tout à fait. Puisque nous avons Nadia Séné qui est avec nous, alors éventuellement on peut lui donner la parole. Je ne sais pas si elle a la possibilité de, Volontiers. mais c'est vrai que je vais alors attends, charger.
changer en animateur. Je l'intègre en animatrice éventuellement. Si elle a son micro, elle peut intervenir, mais on pourrait envisager, alors les collègues les professionnels qui font de la vente directe animent effectivement des réseaux de clients. Alors, la particularité, c'est qu'ils se déplacent effectivement chez les clients pour présenter, vendre leurs produits. Est-ce qu'éventuellement des pratiques de ce type-là pourraient être envisagées à distance? Nadia, est-ce que vous imaginez ce type de technologie dans vos pratiques professionnelles? Je ne sais pas si vous avez un micro ou éventuellement vous utilisez. Oui, elle me dit bien sûr, donc elle ne doit pas avoir de micro, mais on pourra en reparler si vous n'avez pas de micro. Mm, On en reparlera. D'accord. tout à fait. D'ailleurs, Sinon, la n'hésitez question que je pas. voudrais que je voulais poser un petit peu à tous les participants, c'est est-ce que vous vous sentez prêt à y venir, à créer votre avatar et à plonger dans l'immersion un peu bizarroïde de ce type de technologie? Carrément, dit Lily. D'accord. Alors, Vous nous, m'entendez? oui, Madame Ah oui, Sellé, on entend une petite voix. Oui. allez-y, C'est Nadia allez-y. Sophie. Oui, Alors moi, je trouve que c'est très intéressant. Je vous remercie pour votre intervention qui est merci vraiment à vous. intéressante. Là, en fait, on est sur quelque chose d'extrêmement théorique parce que moi, je fais vraiment du management de la vente directe. Donc, on est Oui, extrêmement sur le avec. Alors moi, j'essaye de toujours remettre en pratique, notamment le son casse. C'est une technique et je la oui, mets. J'essaie de reparler, de faire le lien entre cette technique et notre métier sur le terrain. Oui, mm, ce serait très intéressant de travailler avec les professeurs pour voir les éléments importants à connaître pour mm, ensuite nous les mettre en pratique au quotidien. Parce qu'il y a des éléments, c'est très théorique pour les jeunes. Et bien quand ils sûr, arrivent en stage, ils ont du mal à faire le lien entre la théorie et la pratique. Et ça, je le vis au bien sûr. quotidien. J'ai Mm, 12 mm, mm, stagiaires en ce moment, j'ai 12 fois le même problème. bien sûr. Oui, tout à fait. Non, non, c'est une vraie Voilà. difficulté, oui. Mm, Voilà. Notre gros problème, c'est Très la bien. vente. C'est pas réaliser un chiffre d'affaires, c'est être à l'écoute d'un client. Et ça, effectivement, sur ces plateformes, ce serait assez intéressant de mettre en place quelque chose. oui, oui, voilà. Nous, la technologie qu'on peut vous proposer par rapport à ce type d'exercice, c'est ce que psychologiquement peut amener le fait pour quelqu'un de se regarder faire. Bah, tout à l'heure, Denis parlait des expériences menées avec l'IFE, hein, où on va filmer un enseignant et après l'enseignant va regarder, va se voir parce qu'il ne se voit pas hein, agir. Et là, on est un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire que je regarde mon avatar dans le monde évoluer et cette distanciation amène, amène beaucoup de choses dans une mécanique de changement et d'évolution. On est complètement là-dessus. Alors, je me suis permis parce qu'effectivement, on avait quelques problèmes de son quand nous sommes plusieurs à intervenir. Donc, pardon, Nadia, je vous ai coupé. Mais vous pouvez éventuellement, n'hésitez pas à nous alerter si vous avez des choses en complément. Effectivement, dans tous les cas, le lien que l'on a maintenant avec la Fédération de la vente directe, c'est également, dans le cadre du campus, c'est réellement être au plus près, je dirais, des réalités professionnelles et faire en sorte que nos enseignements collent davantage effectivement aux réalités professionnelles et mettent davantage en pratique en situation professionnelle les élèves. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais c'est vrai qu'on essaye modestement avec le campus de l'accélérer. Alors justement, peut-être dans le dernier enfin les dernières 10 minutes que l'on a en passer ensemble, on peut basculer peut-être justement, puisque vous êtes a priori effectivement intéressé pour expérimenter la technologie, on va peut-être juste effectivement faire le lien avec le projet que l'on a avec Pierre-Yves qui est de développer un campus apprenant. Donc le campus, vous le connaissez, en plus il n'est pas physique puisque c'est un réseau pour le moment. Avant qu'il soit effectivement localisé dans la région PACA, on souhaite effectivement utiliser cette technologie pour le rendre virtuel et pouvoir effectivement être un espace dans lequel on va pouvoir expérimenter et puis aussi développer, je dirais, nos pratiques collaboratives. Alors je vais juste essayer, mais je vais le reprendre
reprendre très rapidement, j'avais repris en fait quelques éléments qui étaient pour moi en fait un campus apprenant. Pierre-Yves, tu n'hésiteras pas à me corriger. Oui, Le bien sûr. campus apprenant, j'avais marqué donc c'est un campus qui s'inscrit dans le modèle des Learning Labs. Alors les Learning Labs, ce sont des espaces réservés, repensés pardon, d'apprentissage dans lequel se rencontrent des équipes pluridisciplinaires, des enseignants, des étudiants, des chercheurs, des entreprises. C'est le modèle du campus en fait tel qu'on essaye de le développer. C'est un campus qui reprend justement les technologies, et bien justement inspirées de ce que tu nous montrais, des jeux multijoueurs. C'est un campus qui valorise le dépassement des frontières entre éducation et économie, entre catégories professionnelles, entre les disciplines. C'est un campus qui encourage tous les acteurs à entrer de façon autonome dans des dynamiques d'apprentissage et d'innovation, qui favorise l'intelligence collective, qui rend accessibles les travaux de recherche. Voilà, donc c'est un petit peu dans cette optique-là. Comment tu le verrais, toi, finalement Alors, déjà, tu peux nous parler peut-être juste effectivement déjà de l'architecture sur laquelle on a travaillé, et puis ensuite, comment toi tu verrais finalement, par rapport à ce que tu connais du campus, qu'est-ce que tu pourrais apporter via Immersive Collab? Oui, effectivement, on a déjà, nous, commencé à... Donc, nous, on travaille avec des architectes et des designers, hein, parce que c'est très intéressant de penser l'environnement en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on veut y faire. Après, donc, il y a toute une infrastructure et on a commencé à travailler. On a aujourd'hui, on a commencé à construire, enfin, l'infrastructure est construite, hein, pour le campus apprenant 4.0. Il y a plus qu'à le rendre maintenant apprenant, à faire venir du monde dessus. Et après, on a un certain nombre d'outils. On en a parlé, hein, comme les cartes heuristiques, enfin des outils et des protocoles pédagogiques. Mais ce qui nous distingue un peu et ce à quoi nous sommes attachés, c'est à construire avec les participants ces protocoles et repenser les outils et surtout repenser toute l'architecture. Donc pour ne pas partir de rien, on a fait une proposition qui est visible. Si vous voulez regarder les petites vidéos que j'ai mis en lien, qui s'appelle Exemple d'installation PCI 2 et installation PCI 3. Donc, si vous voulez regarder les vidéos, l'idée, alors Je là, les ce sont mettrai, toutes des propositions. je Voilà, les tu les mettrai mettras juste, dans le lien, dans le mail, je ferai des bien liens sûr. effectivement. D'accord. D'accord. Et l'idée, ce serait que ensemble, avec les participants, on choisisse le type d'architecture qu'on veut mettre en œuvre et penser cette architecture pour de la collaboration, les partenariats que tu as évoqués, Denis, le type de pédagogie qui va être mis en œuvre, une gestion des publics, des accès au savoir permanent, synchrone ou asynchrone, etc., qui se lisent dans l'architecture et le design des installations. Voilà, tout ça, on part pas de zéro, on va faire des propositions, mais on aimerait beaucoup le co-construire avec vous, parce que on aimerait beaucoup, dans un second temps, le co-construire avec les usagers. Alors, ce que l'on envisage effectivement à court terme, c'est de proposer en fait à un groupe restreint d'enseignants, et notamment vous serez sans doute les premiers invités, vous y répondrez si vous le souhaitez, mais effectivement pour un petit groupe d'enseignants et de professionnels partenaires, de faire effectivement une première visite du campus que l'on a commencé à construire, et de manière à ce que vous puissiez nous contribuer également. Et puis ensuite, l'idée, l'objectif, c'est d'expérimenter des pratiques collaboratives dans le cadre du campus entre nous, entre le monde de Oui, l'éducation et le tout, monde de tout à l'économie. fait. Et je pense que dans ce type d'expérimentation, on intégrera également des expérimentations avec quelques étudiants ou quelques-uns de vos élèves. Comme on disait, par exemple, le fait tout à l'heure, on parlait de la négociation en utilisant des avatars. Moi, je proposerais bien de quelques expérimentations. Et pour l'instant, Mm. l'idée, c'est de l'expérimenter dans le cadre du campus, de manière à ce que, à un moment donné, peut-être l'année prochaine ou dans quelques années, vous puissiez vous-même, peut-être dans le cadre de votre établissement, peut-être même parce que l'idée c'est le campus va être designé, il va y avoir des espaces et on peut rajouter effectivement des espaces et ces espaces-là, ça peut être un espace entreprise partenaire, ça peut Oui, être un espace c'est établissement ça. partenaire. Donc voilà, ça ouvre Tout ensuite des à fait. Mm. perspectives importantes. Voilà. Tout à Est-ce que fait, tout à fait. Mm. il est 19h10, il nous reste 5 minutes, éventuellement quelques minutes Mm. supplémentaires si Ah, on... alors, ce que je voulais proposer, on en a parlé, Denis,
c'était peut-être pour les personnes qui sont intéressées à ce qu'on prolonge un petit peu cette réunion, peut-être la semaine prochaine, par une visite justement à distance sur ce type d'installation. Exactement, en sachant qu'effectivement, pour l'instant, un peu pourquoi on ne l'ouvre pas et parce que là, il y a des modalités techniques, il y a des modalités techniques d'accès qui sont pour l'instant effectivement particulières entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quand même des précautions à prendre en termes d'interface à utiliser. Corrige-moi juste, Pierre-Yves, mais c'est vrai que ce n'est pas au départ, je dirais, il y a un temps d'adaptation, enfin un temps de préparation en amont, effectivement. Donc on peut ouvrir à combien, on peut se dire qu'on peut se réunir à combien pour la première étape? Une Oh, mais dizaine de ça peut être, personnes? oui, 10, 40. Non, non, oui, oui, il y a pas de souci. On D'accord, ce pourrait n'est pas organiser une ce n'est visite. Mm. d'accord. Comment on pourrait procéder en fait? Parce que est-ce que il Alors, faudra donc juste préparer. Vas-y, vas-y, vas-y. ce qu'on peut faire, c'est de trouver un créneau horaire. Et comme tu as les mails de tout le monde, je vais vous envoyer le lien pour télécharger le logiciel qui est en fait un émulateur Internet 3D. Et donc, les personnes devront installer sur leur machine ce logiciel pour accéder à la plateforme. Donc, à la première connexion, les gens arrivent à l'accueil et à ce moment-là, j'emmène tout le monde sur les installations dont on parle depuis tout à l'heure. Très Et bien. au niveau de la Est-ce prise en main, voilà, c'est relativement rapide. Il faut juste simplement avoir un micro-casque. Le problème, ce sont les personnes qui vont se connecter depuis leur entreprise, leur bureau ou leur institution. Et il faut que des fois, ça coince parce que ce sont des accès Internet sur des espaces 3D. Or, les pare-feux identifient les espaces 3D comme étant des espaces de jeu et sont souvent bloqués. Donc, si c'est le cas, soit on se donne un rendez-vous un soir et les participants se connectent depuis la maison, soit c'est dans la journée et il faudra peut-être prévenir le technicien informatique qui doit ouvrir des ports. Je pense que ce qu'on va faire, on va plutôt rester dans une proposition en soirée, c'est-à-dire que dans En l'idéal, soirée, c'est bien. Mm. pour éviter effectivement des problèmes, je pense que la majorité des collègues sont à leur domicile. Donc peut-être que, alors, est-ce que une question avant que les collègues qui participent, est-ce qu'éventuellement une proposition, alors je sais, la semaine prochaine, dans une soirée de Oui, la semaine prochaine, est-ce que c'est envisageable d'après vous? N'hésitez oui, pas à nous pour moi, répondre oui. de Mhm. manière honnête. Maintenant, sinon, on le reportera début janvier, mais ça peut être effectivement comme on le fait finalement, une visite quoi sur une demi-heure, trois quarts d'heure, Pierre-Yves? Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est juste pour se rendre compte un petit peu et donner son avis. Ce serait peut-être l'occasion. euh, ce D'accord. serait peut-être l'occasion, voilà, de faire un certain nombre de choix. Alors moi, j'ai un problème pour la semaine prochaine à 18h30. J'ai un comité de direction. Donc si ça pouvait être plus tôt ou alors le vendredi. Alors vendredi, c'est peut-être pas. Est-ce que mercredi, ce serait pas possible Mercredi, pour ce toi? serait bien. Mercredi, très bien aussi. Mercredi, 18h. Alors, ce que je propose en fait aux collègues ici, enfin présents parmi nous, c'est bien entendu vous aurez un droit d'accès privilégié, les guest stars, Oui, et puis je l'ouvrirai quand même à ceux qui nous sont fidèles, de manière à bien sûr. effectivement constituer un premier groupe. Donc, Mm. écoute, on se prépare effectivement pour cette première visite. Mercredi prochain, je me le note en même temps. Mercredi, on fait pareil, 18h15. Si Oui, ce serait bien. 18h, Ouais, ouais. on va laisser peut-être à 18h15 si éventuellement il y a D'accord, des très bien. voilà. Ouais. Et puis écoute, il est 18h14. Est-ce que vous auriez d'ultimes questions? On aura, c'est vrai que la visite nous permettra effectivement de revenir sur des éléments dont on a parlé. On a, moi, ce qui m'intéresse effectivement,
et j'en parlerai la semaine prochaine, c'est de faire vivre justement à l'ensemble des membres du campus des expériences. Alors on a par exemple, nous ce qu'on souhaiterait développer dans le cadre du campus, et c'est dans le cadre de notre cahier des charges, c'est de faire des ouvertures au monde artistique, culturel et sportif, Oui, oui, au monde artistique, culturel et sportif. Alors artistique et culturel, on est en lien avec la référente culture d'Aix-Marseille Université qui va nous proposer justement des expositions à distance ou des ateliers ouverts au campus pour échanger avec des auteurs, des artistes, etc. Donc ça peut être aussi des choses que l'on peut proposer à des élèves, à des étudiants sur des oui. durées très courtes, mais je pense que ça peut être une belle expérience. Et puisque en fait dans le campus que l'on a construit, il y aura un agora qui aura cette fin-là. Sur les Mm. pratiques sportives, et ça c'est déjà peut-être un appel que l'on pourrait faire, il se développe aussi des rencontres e-sport. Et je pense que la Oui, plateforme serait parfaite pour expérimenter bien de sûr, telles pratiques de tout rencontres à fait. e-sport entre des établissements, entre des élèves et des étudiants d'établissements différents. Donc voilà, c'était un Mm. peu ce genre d'expérience que l'on veut faire vivre, au-delà des expériences de pratiques réellement collaboratives, parce que c'est encore une fois, je crois que je te laisserai le mot de la fin, Mm. mais le but du campus, c'est ça, c'est d'essayer réellement, effectivement, euh, de, de travailler différemment entre nous. Alors bien sûr, l'idéal et le mieux, c'est le physique, c'est le contact, etc. Mais encore une fois, je crois que cet outil et cet espace, ça peut nous aider effectivement encore plus à mieux travailler ensemble dès lors que l'on se voit en physique. Écoute, Tout à fait. Pierre-Yves, merci beaucoup, merci encore à tous les collègues participants. Je te donne le mot de la fin et puis on se retrouve donc mercredi prochain à 18h15. Voilà, je vous enverrai. Merci beaucoup, Denis. Merci encore à Bruno. Et merci à tous les participants. Donc, Denis vous fera passer les liens pour vous connecter sur la plateforme. Et c'est vrai que donc nous, on travaille essentiellement sur ce type d'environnement. Mais Denis le sait bien, on complète ce type d'usage des rencontres en faisant des randonnées. Donc, on organise des séances de travail en faisant des randonnées dans les calanques, on appelle ça le randolab. Donc on travaille en marchant, c'est une autre manière d'utiliser le corps dans la collaboration et dans la cognition. Et on profite de ce qu'on est dans une des régions les plus ensoleillées de France pour mettre à profit ce type d'environnement et ce type d'usage. Donc c'est une manière aussi de combiner des environnements très techniques à des usages beaucoup plus bucoliques et tout aussi intéressant. Donc j'espère qu'on aura aussi l'occasion de se retrouver dans les calanques, peut-être au mois de mai, on va dire, ou au mois de juin, quand l'eau sera meilleure. En tout cas, merci encore à tous. Et je reste à votre disposition. Vous aurez mon mail. Et pour les personnes qui ne pourront pas être avec nous mercredi prochain, on organisera bien sûr d'autres types d'autres visites du même type. Merci encore. Bonne soirée.